Nous sommes en 1816. La Méduse, frégate de la marine française comptant 400 hommes, s'échoue au large des côtes de Mauritanie. Les 150 survivants construisent un radeau. Durant 13 jours, ils errent sur les eaux. 13 jours signés par des accès de folie, des mutineries et des scènes de noyade. Au bout de seulement 48 heures, nous pouvons assister à des scènes de cannibalisme. Le tout se succède dans l'horreur, jusqu'à ce qu'un bateau, le brick d'Arlus, vienne à leur secours. Lorsqu'il atteint le radeau, il n'y trouve que 10 mourants. 2 des survivants, Coréard et Savigny, publient le récit du naufrage. A l'occasion du salon organisé au Louvre, la foule se presse dans le célèbre musée pour découvrir les nouvelles œuvres réalisées par des artistes. Un tableau retient toute l'attention des visiteurs. Le radeau de la Méduse, de Théodore Géricault, fait polémique. Par ses proportions monumentales, normalement accordées à des tableaux historiques ou religieux, et le sujet abordé. Le tableau dresse le portrait du naufrage de la frégate du Roi. L'œuvre est ainsi perçue comme une critique de la monarchie et de la Restauration. Elle divise les spectateurs. Toutefois, bien que suscitant la controverse, l'œuvre fait grand bruit et permet au peintre de lancer sa jeune carrière. Maintenant que nous avons toutes les informations pour remettre cette œuvre dans son contexte, passons à l'analyse. Le radeau de la Méduse est une huile sur toile peinte en 1818-1819 par Théodore Géricault, un peintre français né en 1791 à Rouen et mort en 1824 à Paris. Il deviendra, au cours de sa vie, aussi courte et tourmentée fut-elle, l'incarnation de l'artiste romantique, grâce notamment à son œuvre la plus célèbre, le radeau de la Méduse. Elle mesure 7,16 mètres de longueur pour 4,91 mètres de hauteur et représente un grand moment historique, le sauvetage des survivants du radeau de la Méduse. Ce tableau est, et a toujours été, exposé au Louvre, à Paris. Le radeau de la Méduse est devenu une légende. Par bien des aspects, le peintre de 28 ans démontre tout son génie, par son travail d'une grande finesse. Tout a été pensé et calculé. Premièrement, analysons plan par plan. Au premier plan, nous voyons des cadavres, jonchant les planches en bois, et quelques hommes en vie. Cet axe nous indique clairement que la mort a commencé à emporter les hommes. Au second plan, nous observons la mer à perte de vue, chargée de vagues menaçantes, aidant à instaurer une ambiance oppressante. Finalement, au troisième plan, un ciel lourd figure avec, au loin, une lueur d'espoir, la silhouette de l'Arlus. Plus généralement, ce que l'on remarque en premier lieu sur ce tableau, avant même la force saisissante des clairs obscurs, c'est cette composition pyramidale s'élevant jusqu'au ciel. La pyramide de gauche, composée à sa base de cadavres et de rares hommes encore en vie, désespérés, et en son point culminant d'un mât. Et la seconde pyramide, constituée d'hommes en vie, se battant, laissant échapper des signes d'espoir et supportant un homme brandissant son foulard vers l'Arcus, vers l'espoir. Ces deux pyramides se contrastent en tous sens. La première symbolise le désespoir et la mort, s'opposant à la seconde pyramide, illustrant la vie, l'art de la force et du combat, l'espoir. Le contraste ne s'arrête pas là. Les points culminants des deux pyramides sont oxymoriques. À gauche, le mât est en forme de croix. Il rappelle la mort, les cimetières. Il s'oppose à l'homme de droite, lançant de grands signes d'espoir vers l'Arlus. Nous pouvons observer un homme tenant dans ses bras son fils, décédé. Cette représentation est une métaphore de l'atrocité qui a lieu devant nos yeux. Et, pour l'anecdote, Eugène Delacroix, grand peintre contemporain à Théodore Géricault ayant peint La liberté guidant le peuple, a posé pour ce tableau. Il s'agit de l'homme décédé, que nous pouvons observer, allongé sur le ventre. En quête d'information, Géricault s'est lié avec Coréard et Savigny. Ils sont représentés dans le tableau au bas du mât. Face à ce tableau, nous avons la sensation d'être cloîtrés, à l'étroit. Ce qui est étonnant quand on pense à l'immensité de la mer, mais beaucoup moins lorsqu'on pense à la situation des passagers. Dans ce tableau, Géricault immortalise un moment bouleversant d'horreur sur fond d'espoir. Ce tableau est une incarnation de la douleur, de la mort, du désespoir et de la souffrance, mais également de l'espoir. Il délivre un message politique, critiquant la monarchie, comme vu précédemment, mais également l'esclavage. À l'époque, le tableau fut interprété comme une critique de l'esclavagisme, du fait de cet homme noir se tenant au sommet de la pyramide. Il mène métaphoriquement la barque, et devient la figure du leader. Représenter un homme noir en héros n'avait alors jusque-là jamais été fait. En sachant que Géricault était un fervent partisan des idées égalitaires de la Révolution, je ne pense pas que cela soit un hasard. Ce tableau est représentatif du romantisme. Le peintre traite un événement de l'époque selon son opinion. Il y exprime ses sentiments et les partage avec les spectateurs. Il s'agit d'une représentation subjective de la réalité, qui prend place dans un paysage auquel nous ne sommes pas habitués. Géricault cerne au mieux les postures, les émotions, grâce à un travail de précision hors norme, et l'ambiance mortifère passe aussi par un scrupuleux choix des couleurs. Géricault propose ici un travail d'exception, un chef-d'œuvre, qui entrera dans l'histoire et représentera un pilier du genre romantisme. Ce tableau est malheureusement dédié à disparaître. Un élément de la peinture employé par Géricault assombrit le tableau progressivement. Son noircissement complet est à terme irrémédiable. Géricault s'est dédié corps et âme à ce travail.
Il a toujours été particulièrement attiré par l'expression des névroses, de la souffrance et d'évocation de la mort. Disparu à l'âge de 32 ans après une existence pour le moins tumultueuse, il est aujourd'hui universellement reconnu comme l'archétype de l'artiste romantique.